appartenir à une communauté qui travaille dans une discipline où les champs d'action sont très très variés. Donc nous, les mécaniciens, nous intervenons un peu partout, même en ce qui concerne des sujets d'actualité, tels que par exemple l'économie circulaire, les problèmes d'empreinte carbone, les questions de matériaux et de nanomatériaux, et bien entendu tout ce qui est biomécanique, les problèmes d'eau, les problèmes de transport, d'énergie. Donc vraiment la mécanique, elle intervient un peu partout, et ça nous rend encore plus utiles dans la communauté scientifique d'une manière générale. Alors bien entendu, la pluridisciplinarité est quelque chose de très important de nos jours. Il faut que les gens travaillent ensemble, différentes disciplines, pour apporter des réponses pertinentes aux enjeux de société. Deux objectifs principaux, création de richesse, qui n'est pas en contradiction avec la réponse aux attentes des uns et des autres. Bien, alors donc voilà, on profite de cette séance plénière pour vous parler d'une thématique aussi très importante et très intéressante, qui est l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, la thématique abordée est le e-santé et les enjeux biomécaniques, qui va être présenté par le professeur Abdelwahed Abkeri. Alors je vais vous présenter le professeur Abdelwahed, qui est actuellement au Maroc. Il fait partie du pôle mécanique et matériaux avancés à l'Université internationale de Rabat. Il est également directeur adjoint du laboratoire énergie renouvelable et matériaux avancés. Encore deux termes d'actualité avec un potentiel d'attractivité important. Il est également responsable de pôle mécanique et matériaux avancés, coordinateur de l'équipe de recherche mécanique du vivant. Là aussi, c'est un domaine vraiment d'actualité. Et enfin, il a une autre casquette un peu différente. Il est chargé de mission accréditation au collège ingénierie et architecture à Rabat. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens maintenant, les questions d'accréditation. Voilà, donc on va donner la parole à professeur Kelly pour à peu près 40 minutes. Et puis on profite de sa présentation pour discuter des questions diverses autour de la mécanique. Voilà, professeur Abdelwahed, on est heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui. On vous donne la parole. Merci Zidane pour cette présentation. Merci aussi pour l'invitation. Je remercie le comité d'organisation et particulièrement le président de l'ATUEL et ma collègue Zinedi qui m'a sollicité pour donner cette conférence ici à Monastir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'intelligence artificielle, mais pas l'intelligence artificielle en intelligence artificielle, mais surtout l'utilisation et l'application de l'intelligence artificielle en biomécanique. Je vais bien partager avec vous cette expérience que je débute et je trouve que c'est très très intéressant. Donc avant de commencer, je profite aussi de l'occasion pour parler un peu de mon université un peu jeune, qui n'est pas trop connue ici en Tunisie. En fait, c'est l'Université internationale de Rabat. C'est une université qui est créée dans le cadre d'un partenariat public-privé au Maroc. Aujourd'hui, on compte environ 6650 étudiants.
On a 6500 lauréats, les moitié femmes-hommes. Et c'est une bourse subventionnée par l'État. Il donne des bourses pour les étudiants, quels que soient marocains ou à l'international. Quelques chiffres importants aussi. On est classé pour la 5e fois première en Afrique pour l'innovation et le transfert technologique. On est un peu structuré différemment aux universités tunisiennes, marocaines classiques. On est structuré au collège. En fait, l'université compte 4 collèges. Le collège d'ingénierie et architecture, le collège de santé, le collège de management et le collège de Sciences Po et Sciences sociétales. On a une jeune aussi école doctorale qui compte actuellement environ 150 doctorants, boursiers aussi. Et on est localisé à Rabat, pas exactement à Rabat, juste à côté. Pour tout ce qui est partenariat, on est un peu partout dans le monde aussi. On compte 214 partenaires, dont une concentration en Europe, c'est normal. Et aussi, on a 2 partenaires tunisiens qui sont l'Université de Carthage et l'Université de Tunis Menar. En ce qui concerne le collège dont j'appartiens, c'est le collège d'ingénierie et architecture. Il est aussi composé de 4 écoles d'ingénieurs. L'école d'aéronautique et d'automobile, c'est une école qui est partenaire ou qui fait l'échange et la double diplomation avec l'université Mississippi State et Georgia Tech. L'école supérieure d'ingénierie d'énergie, où le partenaire principal c'est l'université de Lorraine. On fait des échanges avec nos collègues de l'ENSEM, de la faculté des sciences de Nancy et du JM. On a l'école supérieure d'informatique et numérique et on a l'école d'architecture. Concernant les laboratoires, on a 2 grands laboratoires. Petit Lab, c'est un laboratoire qui est attaché à l'école d'informatique et du numérique. Et on a un laboratoire LERMA, un laboratoire des énergies renouvelables en français, qui est rattaché aux 3 autres écoles. Et on a 2 structures internationales, IRP Atlas, c'est ingénierie, et l'IRP Datanet, c'est l'informatique. Et on a un Open Lab qui est en collaboration avec la filiale PSA au Maroc. Donc là, je reviens sur le brevet aussi, parce qu'en fait, on a aussi un département d'élection, de valorisation et de transfert technologique qui nous accompagne pour les dépôts de brevets et pour la création des startups. Donc on est environ 540 brevets, c'est les chiffres pour le 2021. Pour le laboratoire, comme l'indique son nom, on travaille sur 2 pôles principaux. Le pôle mécanique et matériaux avancés, dont je suis le responsable, et un pôle d'efficacité énergétique avec d'autres pôles transversales, genre la filière hydrogène et les 2 laboratoires internationaux. Et dedans, il y a ce qu'on appelle, nous, à l'UR, des opérations scientifiques. Ce ne sont pas des actes, mais c'est plutôt des opérations scientifiques dont je coordonne une opération qui est la mécanique de vivant. On travaille sur des problématiques de biomécanique, mécanobiologie, biomécanique des fluides, biomatériaux et d'autres thématiques dans l'équipe pour les 6 permanents avec actuellement 4 thésards. Je passe maintenant au vif de sujet qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle en biomécanique surtout. Donc la présentation, il va aborder un peu, entre autres, ces questions. C'est quoi la biomécanique pour les gens qui ne connaissent pas? Je pense que ça devient un peu connu, quand même, la biomécanique. Le santé, l'intelligence artificielle. Ça va être une présentation un peu live parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en biomécanique et santé. Les projets en cours, donc quelques projets qu'on développe actuellement en utilisant l'intelligence artificielle en biomécanique, les enjeux, et je finirai avec quelques perspectives de l'utilisation de l'intelligence artificielle en biomécanique. Donc, c'est quoi la biomécanique? Donc, la biomécanique, c'est une discipline qui étudie le mouvement de corps, la mécanique ou le comportement des organismes vivants. Il touche aussi aux dynamiques des cellules biologiques. Elle étudie, puisqu'il est multidisciplinaire, elle utilise la physique, la mécanique, la biologie, et elle vise à comprendre le comportement des organes vivants, la prévention des blessures et des maladies,
et aussi les traitements et les opérations chirurgicales. Donc il s'applique dans plusieurs domaines, on peut lister quelques-uns: la physiothérapie, la médecine sportive, la robotique, la conception des prothèses et des instruments médicaux, et aussi sur la sécurité et l'efficacité du travail. Et récemment aussi, il s'attaque un peu à la fabrication d'actifs sans S. Pour le santé, c'est un peu différent, s'il n'y a pas beaucoup de mécanique. Et selon l'Organisme mondial de la santé, il est défini comme étant l'utilisation de tous les services de l'information et de la communication antique au service du bien-être de l'individu ou de la personne. Donc elle aussi, elle s'intéresse à la prévention, à la télémédecine, au maintien à domicile, à la suivi des maladies chroniques, aux dossiers médicaux et autres, et les applications de smartphone. Donc quelques chiffres ici pour vous montrer un peu l'intérêt ou l'importance de cette thématique. C'est que, je pense que c'est en Europe, ces chiffres-là, donc 62% de la population souhaite prendre des rendez-vous en ligne. Il y a 59 qui veulent connecter directement ou veulent suivre leur maladie en se connectant à un objet TIC. 60% veulent accéder à leur dossier en ligne et 40% qui veulent des cartes vitales sur smartphone. Et ça, si on arrive à le faire, déjà que des cartes vitales sur smartphone, ça peut simplifier un peu l'utilisation aussi de l'IA en biomécanique. Pour l'intelligence artificielle, là en haut, vous pouvez voir un résumé ou une petite définition qui peut résumer qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. C'est l'imitation des réponses d'un expert dans un domaine donné, bien sûr en utilisant des outils et des algorithmes informatiques et des logiciels de traitement surtout des données et des modèles mathématiques et de données pour l'apprentissage. Donc, je peux lire un peu, l'intelligence artificielle, il y a un process d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création de l'application de l'algorithme exécuté dans un environnement informatique dynamique. Après aussi, l'IA se base plutôt sur des... On a deux types d'intelligence artificielle. On a des modèles, disons, intelligence artificielle basée sur le modèle, c'est-à-dire qu'il faut un modèle de prédiction, et on a l'intelligence artificielle empirique qui utilise plutôt des bases de données. Donc ici, je cite un peu les algorithmes les plus utilisés en ingénierie. Avant de les citer déjà, pour exécuter un algorithme IA, il faut un système informatique, des données avec des gestionnaires ou un système de gestion et le code. Donc, parmi les plus utilisés, on trouve réseau de neurones, je pense que c'est le plus utilisé en ingénierie. Il y a aussi l'analyse prédictive, il y a la machine learning, parfois on le confond avec le réseau de neurones, et récemment il y a le deep learning qui utilise des apprentissages plus profonds. Quelque chose à noter que, comme on vient de le dire, l'intelligence artificielle elle est surtout basée sur les datas ou les données. Donc pour être précis en intelligence artificielle, il faut nécessairement une bonne qualité et la quantité suffisante et la capacité de traitement que ça soit limité pour que l'intelligence artificielle nous donne des prédictions précises. Ici, je vais lister un peu quelques utilisations actuelles de l'intelligence artificielle en biomécanique. Déjà, l'utilisation, on peut le classer comme relativement nouveau, mais on peut aussi remarquer qu'il est déjà actuellement, tout le monde en parle, et que c'est en plein essor, et on trouve dans la bibliographie, ça c'est des chiffres qui datent de 2020, 15 000 publications scientifiques sur cette thématique-là, qui montrent un peu l'importance de cette thématique. Donc l'IA, elle peut être utilisée pour analyser des données en biomécanique, pour la prédiction des résultats de simulation, ou aussi pour améliorer la précision, pour l'assistance à la réadaptation, et aussi peut être utilisée pour la conception des prothèses sur mesure ou des prothèses personnalisées. Donc,
là, juste à côté, on liste un peu les applications. Donc elle peut être utilisée pour développer des programmes, des protocoles de réadaptation. Elle peut être aussi utilisée pour prédire les résultats des interventions chirurgicales. Ça veut dire qu'il peut aider les chirurgiens ou les médecins pour statuer sur les résultats des interventions qu'ils veulent faire. Elle peut aussi identifier les facteurs de risque pour la blessure. Elle peut aussi optimiser la conception des dispositifs médicaux et des implants. Elle peut aussi analyser une grande quantité de données pour comprendre un peu les mécanismes complexes en biomécanique. Et enfin, il peut aussi prédire la progression ou l'évolution des maladies et aussi leur traitement. C'est là où nous, actuellement, on travaille un peu, on développe des projets dans ce sens-là. Donc, les outils de l'IA sont largement utilisés dans la modélisation et la simulation des systèmes biomécaniques complexes, tels que la simulation de la marche, la modélisation des articulations osseuses, et aussi pour la modélisation des comportements biomécaniques et mécanobiologiques de tissus. Je vais un peu détailler comment on l'utilise, ou le comment. Donc, pour améliorer la précision, donc, pour que ça soit d'accord, sans données, on ne parle plus, entre autres, d'intelligence artificielle, et on verra après que aussi tous les défis ou tous les enjeux sont liés aux données. Si on a des données, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Si on n'a pas, donc c'est pas la peine. On revient sur les méthodes classiques telles que les modèles mathématiques. Donc, les simulations biomécaniques sont utilisées pour modéliser et prédire le mouvement des forces, des déformations du tissu, des organes et du corps humain, que je pense que tout le monde comprend ici parce qu'on est tous des mécaniciens. Et elles peuvent être aussi utilisées dans tous les domaines, notamment la médecine et la biomécanique. Et comme on a dit, la précision de ces simulations dépend souvent de la qualité des données d'ordre. Ça, c'est concernant la précision des simulations. Et dernièrement, ils ont utilisé des simulations pour des opérations chirurgicales très compliquées, comme ici, c'est des opérations qui se font sur la foi. Pour le développement des programmes ou des protocoles de réadaptation personnalisés, donc aussi, la question qu'on se pose toujours, c'est quel type de données on va utiliser et quel output ou quelle sortie on veut voir. Donc c'est ça notre rôle, ou l'utilisateur de l'IA, il faut qu'il dresse sa démarche ou qu'est-ce qu'il veut faire avec l'IA. C'est ça la question qu'on pose toujours. C'est pas forcément quel type d'algorithme on va utiliser ou quel type d'algorithme est mieux, etc. Donc nous, c'est plutôt identifier la problématique, identifier les paramètres à utiliser, y aller les chercher, s'assurer de la fiabilité, et après, pour le programme ou pour le code, on peut le trouver facilement chez les spécialistes ou sur Internet, où on peut même l'acheter, et on peut acheter le meilleur programme IA qui n'existe pas. Donc pour les réadaptations personnalisées, le type de données qu'on utilise souvent, c'est tout ce qui est données médicales, tout ce qui est imagerie médicale, les résultats des tests, disons, et les antécédents médicaux. Donc l'IA peut aider les patients à récupérer rapidement et aussi retrouver leur fonctionnalité physique rapidement aussi. Pour les prothèses, ça, il y a beaucoup d'exemples d'utilisation de l'IA pour le développement et la conception des prothèses sur mesure. L'objectif, c'est vraiment de faire une prothèse personnalisée par personne qui s'adapte à sa morphologie et aussi à la biocomptabilité d'un patient et pas sur un autre. Donc on trouve par exemple à l'université de Hong Kong, ils ont développé un projet pour concevoir des prothèses biométriques de dents unitaires en utilisant une base de données, et c'est surtout, ils se basent sur les dents existantes en utilisant bien sûr l'IA, pour concevoir une dent de plus sur mesure. Il est utilisé aussi pour les bras,
et pour les implants faciaux. Donc l'utilisation de l'IA pour aider à concevoir des prothèses plus efficaces et plus personnalisées pour les patients. Pour les interventions chirurgicales, je pense que ça aussi, ça peut être très intéressant, parce qu'en utilisant, on sait tous, quand on a quelqu'un qui veut être opéré, la première question qu'on se pose, c'est quoi le pourcentage de réussite de l'opération. Et généralement, c'est le médecin qui nous indique que c'est sûr que c'est un taux de réussite de 100% ou c'est très risqué, etc. Donc ici, l'intelligence artificielle aussi vient pour apporter plus d'informations et plus d'assurance sur la réussite ou non de l'opération. Et généralement, dans ces cas-là, on utilise les informations sur les antécédents médicaux du patient, les caractéristiques anatomiques, les techniques chirurgicales utilisées, les résultats de tests et diagnostics, les médicaments prescrits, les résultats de post-opératoire. Toutes ces données-là peuvent être utilisées pour aider le médecin ou le chirurgien à se juger sur la bonne réussite de l'opération. Donc vous voyez tous que on parle beaucoup de données, on parle beaucoup de personnalisation, on parle beaucoup d'un traitement individuel, et c'est ça où il se joue l'apport de l'intelligence artificielle par rapport aux méthodes classiques qu'on connaît. Là aussi, il y a des applications pour optimiser la conception des dispositifs d'assistance pour les personnes âgées et handicapées. Je ne vais pas tarder sur ça. Donc c'est le même principe, ça c'est basé aussi sur les données. Il faut qu'on traite cas par cas et c'est les données personnalisées. Que moi je trouve le plus important, et que j'ai abordé cette thématique et je travaille un peu sur cette partie-là, c'est la prédiction de la progression des maladies, pas forcément squelettique, mais tout type de matériaux, y compris le cancer. Donc il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'utilisations actuelles de l'IA pour la prédiction des maladies. On voit un peu à droite quelques exemples. Actuellement, on l'utilise pour la prédiction de cancer de sein avant qu'il arrive. Il l'utilise aussi pour prédire l'arrivée de l'Alzheimer grâce à l'IRM et l'intelligence artificielle. Il utilisait aussi pour l'anticipation de l'amorçage ou de l'apparition de l'arthrose de genou. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise un peu, je travaille sur ça. Il est utilisé aussi pour le diagnostic automatique de l'ostéoporose. Ça aussi, on a quelques applications. Et dans le domaine de santé ou de la biomécanique, dire intelligence artificielle, c'est égal à l'imagerie médicale. Donc sans l'imagerie médicale, on ne peut pas faire grand-chose en santé en utilisant l'intelligence artificielle. La majorité des données proviennent d'imagerie médicale. Donc les modèles IA peuvent aider à améliorer le diagnostic et la gestion des maladies en fournissant une prévision plus précise sur la progression de la maladie et de l'efficacité de ces traitements. Donc là, c'était des généralités, c'est pas moi qui maîtrise tout ça. Et je vais vous présenter quelques projets de recherche que je développe actuellement dans l'équipe mécanique de vivant. On a un projet qui a commencé depuis quelques années. C'est une étude de notre objectif de la gonarthrose. La gonarthrose, c'est l'arthrose du genou, c'est l'usure de cartilage, entre autres. Et on veut faire de pronostic, diagnostic et traitement. Parce qu'en fait, en début, on a utilisé la modélisation par l'hémophilie et quelques expérimentations. Et en évoluant, on a voulu, parce qu'en fait, quand on utilise l'hémophilie, c'est quand la maladie elle est là. On veut étudier le comportement du genou quand il s'agit d'un genou pathologique. Après, quand on a fini avec la première partie, on a dit pourquoi on ne va pas plus loin et pourquoi pas on va à la prédiction ou encore le pronostic
de l'arthrose du genou. C'est-à-dire qu'on peut détecter ou on peut prédire que tel ou tel patient aura une arthrose dans 5 ou X années avant l'apparition. Et aussi, on utilise la même chose pour faire un bon diagnostic, et dire un bon diagnostic, donc proposer un bon traitement. Donc, le projet, quand on voit ici, avant, on ne travaillait que sur l'après de l'arthrose. Là, on a ajouté aussi une partie avant. Donc, on peut prédire l'arthrose et on reste sur les thérapies, sur la kinésithérapie ou sur des traitements légers, de sport, etc. Par contre, si l'arthrose est manifestée, dans ce cas-là, il faut prévoir un traitement. Et ce traitement aussi, il va dépendre de l'état ou de stade de progression de la maladie. Et cela, si on arrive à faire un bon diagnostic, on peut proposer un bon traitement. Et il y en a 2 ou 3 types. Soit on passe directement aux prothèses, qui est le cas actuel, ou on peut faire des opérations chirurgicales un peu légères. Et dans ce projet, on propose une combinaison triple de l'intelligence artificielle, l'imagerie médicale et la méthode des éléments finis. Si je vous montre un peu comment on a fait ou comment on voit les choses, c'est-à-dire qu'on va voir, comme on a montré tout à l'heure dans le schéma, sur 2 parties. La partie pronostic et la partie traitement. Dans les 2 parties, on utilise les mêmes outils, mais différemment. Donc pour la première partie, on va avoir besoin des données qui proviennent de la clinique, c'est de patients, de l'imagerie médicale, et d'autres données mécaniques qui viennent de l'expérimentation mécanique ou de la modélisation par l'hémophilie. Tous ces données vont alimenter un code d'intelligence artificielle et des systèmes de gestion des données pour nous donner une décision sur l'état de l'arthrose. Et là, on va les 2 blocs aussi. Si l'arthrose est là, on va passer au traitement. Si il n'est pas là, et où il est encore dans la phase dilatoire, on propose on recommande des actions pour éviter l'arthrose. Donc là, on reste à la frontière, ingénierie, médecine, bien sûr. On va juste aider les médecins à prendre leurs décisions et pas à prendre la décision à leur place. Donc, comme on voit, les données sont des données mécaniques, données biologiques, cliniques, et pour le pronostic, on utilise l'intelligence artificielle. De l'autre côté, c'est juste la démarche un peu plus détaillée, mais c'est à peu près la même chose. Là, on entre dans les détails de modélisation. Il y a toujours un couplage élément fini, intelligence artificielle pour les 3 phases, pronostic, diagnostic et traitement. Et dans la phase de traitement, on propose même d'assister les chirurgiens au niveau des outils utilisés. Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, ou je n'ai pas encore parlé de ça, parmi les opérations recommandées pour traiter l'arthrose quand il est d'une phase pas trop avancée, c'est ce qu'on appelle l'osteotomie. C'est une opération chirurgicale. Ça évite d'utiliser les prothèses, ça évite d'intégrer, et c'est surtout pour les jeunes, un corps étrange dans le corps, et c'est l'OTP. C'est-à-dire quand on a un mal-alignement des axes, on a une répartition des contraintes dans le genou un peu déséquilibrée. Donc, avec la méthode classique, c'est le chirurgien qui fait ses analyses, qui traite les images pour voir où il va couper et de combien il va couper. Et c'est une opération très très sensible à l'angle de coupe. En coupe de 3 ou 3,2, c'est un angle qui varie entre 2 et 6, je pense. Et couper à 3 ou à 3,1, c'est pas la même chose. Ce 0,1 peut nous faire perdre 2 ou 3 ans de la réussite de l'opération. Et c'est une opération, au maximum, c'est ce qu'ils m'ont dit les médecins, qu'elles peuvent nous faire gagner au moins 10 ans avant de passer à l'utilisation des prothèses. Et par contre, elles ne maîtrisent pas la réussite de l'opération. Il est toujours réussi, mais on ne sait pas si on a pu faire mieux ou non. Elles peuvent éviter
d'utiliser les prothèses de 10 ans, comme 15 ans ou 8 ans, mais nous, la valeur ajoutée ou la chose qu'on veut ajouter ici en utilisant l'intelligence artificielle, c'est d'optimiser ces paramètres-là. Donc on veut que le chirurgien il utilise des scanners et les met dans une application informatique, il donne directement les paramètres de coupe. Et encore, on propose aussi, puisque c'était très sensible, même s'il y a un médecin qui bouge un peu, elle peut ne pas couper à droit exactement. Donc au début, on a voulu proposer un outil de coupe automatisé, et là on parle encore d'un outil de coupe intelligent, en utilisant bien sûr l'intelligence artificielle pour assister la chirurgie. Ça c'est juste pour vous expliquer un peu les étapes, comment on fait, mais je pense que j'ai tout dit. Là aussi c'est pour la partie optimisation des paramètres de l'opération activée, comment on utilise les scans ou les IRM. En fait, il y a aussi un problème de données parce qu'en fait, pour l'arthrose spécifiquement, le tissu est mou. Donc, avec des scans ou des radios, on ne peut pas le détecter. Donc, il nous faut obligatoirement, pour vraiment faire un travail précis, il nous faut des IRM. Ce qui n'est pas toujours disponible, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas accessible. Donc, il y a des problèmes dans ce sens. Après, on utilise ces données-là pour deux choses. Les données qui viennent de la clinique ou de l'imagerie médicale, on les utilise dans un premier temps pour créer ou générer les modèles d'éléments finis, la géométrie. C'est une géométrie personnalisée, donc on sait que tel ou tel genou, c'est pour telle ou telle femme ou homme, âgé de combien, avec un poids, etc. Donc c'est vraiment un traitement personnalisé, c'est pas un genou modèle comme ça teste, c'est un genou de X. Donc on fait la modélisation en éléments finis pour préparer la base de données, parce qu'en fait sur un modèle comme ça, en éléments finis, c'est un modèle un peu complexe, c'est un assemblage, avec beaucoup de contacts, avec beaucoup de pièces, ça peut prendre beaucoup de temps pour générer les résultats. Donc un médecin, il ne va pas, ou un chirurgien, il ne va pas attendre une semaine pour que se décide sur une opération. Donc on a pensé à l'intelligence artificielle, donc on ne va pas laisser tomber l'élément fini, mais on va l'utiliser pour préparer la base de données. Et après, cette base de données va être utilisée pour la phase d'apprentissage de réseau de neurones. Le deuxième projet sur lequel on travaille actuellement, c'est la modélisation de l'impact du cancer de sein et de ses traitements sur la qualité osseuse. C'est un projet qui a été financé par un PHC Belcal entre le Maroc et la France, et la thèse vient d'être soutenue lundi dernier. Donc c'est aussi, on est sur la même approche, on veut utiliser ce triple méthode, ingénierie médicale, modélisation par éléments finis et expérimentation pour modéliser cette problématique. Donc ici, ça va être, c'est pas le cancer de l'os, c'est plutôt les effets de cancer ou d'autres types de cancer. Donc ici, on a choisi le cancer de sein parce que c'est le plus répandu dans le monde, à 1,2 cas mondial. Et aussi, on a lu que les traitements de cancer ont aussi un effet tardif sur l'évolution de l'ostéoporose. Donc bien sûr, on est allé chercher les informations de la biologie, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la biomécanique, elle combine la biologie à la physique et à la mécanique. Donc on a trouvé que ce cancer, il se manifeste sur deux phases. La phase primaire, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, il augmente la densité osseuse. On remarque une augmentation remarquable de la densité osseuse. Et dans sa phase secondaire, on remarque une chute très prononcée de la masse osseuse. Et aussi les traitements, ils ont aussi des effets négatifs sur l'évolution de l'ostéoporose. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour éviter les fractures, et surtout, c'est des fractures chez les femmes monopausées un peu âgées.
Ce qu'on peut nous apporter avec ce qu'on fait en ingénierie, c'est que les médecins, ils maîtrisent bien tout ça, mais ils n'ont pas la main sur l'évolution de la maladie. Donc, il faut des modèles, il faut l'intelligence artificielle. Avant, on utilisait des modèles mathématiques et on a ajouté aussi l'intelligence artificielle pour donner cette visibilité aux médecins pour voir ou poursuivre l'évolution de ces maladies. Et donc, pour ce faire, on est allé chercher aussi dans la biologie pour voir comment ce type de cancer elle peut interagir ou communiquer avec les cellules osseuses qui sont gérées ou pilotées par un phénomène ou un processus biologique qui s'appelle le montage osseux, qui est lui le premier responsable de renouvellement de l'os. Donc tout ça, c'est le doctorant qui a fait tout ce travail pour trouver ces liens. On a validé avec des biologistes, avec des médecins, et on a intégré dans un modèle mathématique, dans un premier temps, l'effet de la maladie sur les deux phases primaires et secondaires, et aussi l'effet de traitement. Par contre, on peut trouver des données qui concernent les cellules osseuses, mais on n'a pas trouvé dans la bibliographie tous les paramètres modèles qui concernent le cancer. Donc on a été obligé d'y aller faire des aussi expérimentations biologiques. Ça a été à l'université de Aix-Marseille, et on a déterminé tous les paramètres pour faire ce couplage mécanobiologique et proposer un modèle complet pour l'impact de cancer de sein sur l'ostéoporose. Après, sur ces modèles-là, plutôt sur les modèles mathématiques, je n'ai pas voulu mettre toutes les équations, c'est beaucoup. Donc, sur ces modèles-là, on est sur le zéro spatial, sur le MD. Donc, on ne voit pas vraiment la répartition, parce qu'en fait, si on vient sur la définition de l'Organisme mondial de la santé de l'ostéoporose, ce n'est pas qu'une diminution de la masse osseuse, mais c'est aussi une dégradation de la microarchitecture. Donc, la répartition de la densité osseuse sur un volume donné entre aussi pour qualifier l'ostéoporose. Donc, ces modèles mathématiques zéro-spatial ne permettent pas de nous donner des informations sur ces aspects. Donc, c'est pour cela aussi on a fait appel à la modélisation en mouvement fini. C'est un peu compliqué, donc on utilise le plus avec les secondes humaines pour faire implémenter tout ça. Donc les actions externes, on considère qu'il y a le traitement, il y a le cancer sur les deux phases, et il y a aussi les sollicitations mécaniques avec endommagement. On a notre modèle biologique de remontage osseux, et on fait simuler tout ça pour voir les impacts de traitement, de cancer primaire, de cancer secondaire, et la réponse mécanique. Parce qu'en fait, l'os, c'est un macro vivant qui change ses propriétés mécaniques et qui s'adapte et qui change le volume ou la densité osseuse, ici qualifiée par le BV sur le Québec. Pour le traitement, il y a beaucoup de types de traitements. C'est des noms que j'arrive toujours pas à les prononcer correctement. On a aussi proposé des modèles et avec un dosage des médicaments. On a simulé aussi ça par la méthode des éléments finis pour voir l'évolution de l'ostéoporose avec ou sans traitement, et on a varié les types de traitements qui existent dans le marché. Donc ça, tout ça, peut-être vous allez me dire pourquoi, tout ça c'est pour préparer les données après pour l'intelligence artificielle. Donc vous voyez bien, je pense qu'on est tous d'accord que quand il s'agit d'un matériau vivant, on ne peut pas parler d'un modèle généralisé ou un modèle général, mais c'est plutôt des modèles personnalisés. Chacun de nous a son propre comportement biomécanique et mécanobiologique en réponse à une sollicitation à une maladie donnée. Là, je vais peut-être vous montrer un peu que ça marche. On a simulé tous les scénarios qu'on a présentés pour un homme normal. On voit bien qu'il n'y a pas de dégradation.
Pour la partie monopause, on voit une faible dégradation de la masse osseuse. On arrive aussi à reproduire l'effet de l'augmentation de la masse osseuse à cause de cancer primaire et aussi la chute brusque ou remarquable quand il s'agit d'un cancer secondaire. On a essayé de comprendre pourquoi. C'est pour ça que je vous montre ici, c'est l'évolution ou la variation des cellules responsables de ce phénomène-là. On a comparé nos résultats avec des études expérimentales, avec d'autres modélisations numériques, et on est en général, globalement, on est très très bien, sauf quelques chiffres que je trouve un peu comme le dernier là, pour le cancer secondaire. Nous on est à 10. Je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est le 10, mais en expérimental, c'est 0,36. Mais globalement, tout ce qu'on trouve, il est cohérent et il est logique. Pour les traitements, aussi, on a fait la même chose et on arrive à prédire la dégradation de la masse osseuse sur 5 ans et en variant les types de traitements. Donc, on a commencé par la chimiothérapie. C'est sur une année, un peu moins, là c'est 0,3, c'est 4 mois. On a simulé la tamoxifienne, c'est un traitement aussi de cancer de sein, sur 2 ans et demi. Et on a simulé aussi l'innovateur d'aromatase, qui est aussi un traitement de cancer et qui a un effet très très négatif sur l'ostéoporose. Et on a aussi ajouté, parce qu'en fait tout le monde parle d'un effet tardif de traitement, donc on a aussi voulu simuler après traitement, on a simulé la dégradation après 2 ans de traitement. On a comparé tous ces types de traitements, qu'il soit en un seul traitement ou une combinaison de 2 ou 3 traitements à la fois. Et aussi, pour comprendre, on a simulé l'évolution de cellules responsables de cancer de sein. La toute première application de l'intelligence artificielle en biomécanique, moi je l'ai fait quand j'étais des arts, et c'était pour la modélisation multi-échelle de l'ultrastructure osseuse. En fait, l'ultrastructure osseuse, c'est les échelles les plus petites de l'os. Donc on a utilisé un réseau neuronal classique, on a utilisé les résultats de l'élément fini pour l'apprentissage. L'idée c'était comment faire un passage entre les échelles en utilisant l'intelligence artificielle. Donc généralement on utilise les équations de modélisation quand il s'agit de comportement élastique, ça c'est facile, on sait faire. Par contre quand on veut passer en fracture ou en rupture, c'est pas toujours évident. Et on peut aussi monter de nano au macro, mais le retour est très difficile. On ne peut pas faire une modélisation d'échelle en partant de macro vers le nano. Donc on a dit d'être, en utilisant l'intelligence artificielle, parce que c'est une méthode empirique, en utilisant des data, on peut faire ça. Donc l'idée c'était de proposer des blocs séparés de réseaux neuronaux par échelle. Dans un premier temps, on va les utiliser pour généraliser le résultat, parce que ça aussi, ça prend beaucoup de temps quand il s'agit de l'élément fini. Et après, puisque c'est une multi-échelle, les résultats de bloc 1, ils vont alimenter le bloc N+1, et etc., jusqu'à qu'on arrive à l'échelle macroscopique pour voir, quand il y a une fracture à l'échelle macroscopique, qu'est-ce qui se passe exactement à l'échelle nanoscopique. Et en arrivant jusqu'à alimenter notre propre modèle de ronde d'ajustement à l'échelle mésoscopique. Par contre, avant, on bouclait que dans l'échelle mésoscopique, ce qui n'est pas vraiment précis. Donc chaque fois, il faut revenir à l'échelle nanoscopique pour changer les propriétés et monter en échelle jusqu'à qu'on arrive aux échelles mésoscopiques et voir le comportement évolutif de l'ostéoporose. Là, c'est juste pour vous dire que ça marche. On a fait une comparaison entre ce qu'on trouve en intelligence artificielle et ce qu'on trouve en élément fini. Et les petites différences sur la courbe en haut, c'est dû aussi au manque des données ou à la qualité des données qu'on a. Ce n'est pas une base bien traitée. Et c'est pour cela qu'on trouve quelques erreurs
qui sont un peu élevés. Donc là, je termine avec mes projets de recherche sur les liens biomécaniques. Et je pense que tout le monde en a compris que le défi, c'est lié directement, et surtout quand il s'agit d'un matériau vivant, aux données. C'est un défi de la fiabilité et de la validité des données. C'est aussi, ça touche aussi aux prédictions de la vie privée et de la confidentialité des données. Et aussi, c'est un défi d'éthique et des règles d'utilisation des liens en biomécanique et disons, le passage des frontières entre tout ce qui est ingénierie et médecine. Pour finir, si vous êtes intéressé, ou pour les gens qui travaillent un peu sur la biomécanique, on vous invite à vous soumettre vos articles. Je édite actuellement un numéro spécial sur les nouvelles technologies de modélisation, pronostic, diagnostic et traitement de genoux pathologiques. C'est dans un très bon journal. Et aussi sur les 2 journaux qui sont déjà sur le site de Cotio. Et pour vous faire visiter là-bas, vous êtes aussi invité à participer, quand vous venez à Lyon. On organise l'année prochaine la 3e conférence internationale de la mécanique, matériaux et énergie à Rabat et à l'UR, à notre université internationale d'Oran. Et merci. Et peut-être on va passer à la table ronde qui va parler de la mécanique et des enjeux sociaux. Merci. Donc voilà un bel exemple de mécanique appliquée qui répond aux enjeux de société. Alors, donc, je vais donner la parole à l'assistance, à la salle, si vous avez des questions ou même si vous avez une intervention d'ordre général sur ce que peut faire la mécanique. Merci Abdelwahid pour cette belle présentation. Et juste une question concernant donc, l'arthrose de genou. Vous avez parlé donc de l'arthrose de genou. Et est-ce que vous avez donc couplé des autres domaines, par exemple la cinématique et tout ce donc la qualité de la marche, avec les travaux que vous avez donc réalisés? Donc juste pour vous donner donc une idée, donc on a travaillé, donc on a effectué un travail dans ce sens avec l'Université de Lausanne en Suisse. Et on a trouvé que la qualité de la marche, donc et tout ce qui est donc paramètres spatio-temporels, ont un impact sur le moment d'élection, qui est celui donc, qui accélère donc, le phénomène donc, de l'arthrose de genou. C'est pour cela donc ma question, où on peut coupler donc la cinématique, tout ce qui est donc angle de pas, longue largeur et même la vitesse, pour donc retarder ou donc même donc minimiser donc l'impact de cette pathologie donc, et minimiser donc mesure de cartilage. Voilà. Merci. Donc oui, tout à fait. On n'a pas fait, mais tout ce qu'on utilise comme données, et surtout pour établir les conditions limites pour faire les simulations, c'est basé sur les données qui viennent de l'analyse de mouvement ou de la marche. Et dans ce projet aussi, on a pensé, par rapport aux données, d'ajouter toute une partie, et pourquoi pas y aller faire des tests pour bien alimenter notre modèle en données. Et on sait que c'est très important, en fait, parce qu'en fait, on revient sur le mot personnalisé, parce que ça dépend chaque personne a ses propres propriétés, son propre comportement, et donc il faut faire ce genre de tests ou d'expérimentation pour avoir des données personnalisées. Donc, mais nous, on prend ça de la littérature. Déjà, je pense à une discussion avec les aussi, on a parlé de ça, c'est qu'il faut vraiment faire ce type de test pour bien fêter ou bien choisir les conditions limites dans les simulations. Donc on peut et sûrement, il y aura un impact direct sur l'arthrose de genou. Parce qu'il suffit de changer le type de contact ou l'orientation de décharge, des contraintes mécaniques qui proviennent des muscles ou autres, ça va tout changer. Et c'est important. Oui. Donc, tout d'abord, merci pour la qualité et la quantité du travail.
Donc je vous félicite. Donc j'ai une question d'ordre général et une question d'ordre organisation. Donc j'ai vu du partenariat, donc je vous félicite pour ça. Première question, donc c'est la taille de la base virale, d'accord? Elle fait par exemple 1 million de cas, 100 000, 10 000, d'accord? Est-ce que vous avez pensé à faire une acquisition continue, donc un appareil dans l'hôpital de telle région, peut-être différente d'une autre, etc., faire l'acquisition pour alimenter la base avec les cavaliers? Voilà. Et est-ce qu'on peut l'implémenter en fin de compte sur un équipement embarqué, donc elle est de quelle taille, etc. La question organisationnelle. Donc je n'oublie pas, je réponds sur la première partie et on continue. Donc par rapport à la base, oui, ça dépend du projet. Donc pour le dernier là que moi je l'ai réalisé quand j'étais thésard, là il n'y a pas vraiment c'est pas une base vraiment très grande. Donc c'était une base donnée qui provient directement des simulations morphiniques, que moi aussi, que c'est moi qui l'a fait. Donc il s'agit de 700, 600 simulations, mais c'est des simulations, c'est un plan d'expérience, c'est-à-dire que les scénarios, etc., sont bien choisis pour que ça donne des résultats précis, malgré que la quantité n'est pas aussi grande. Et couplé ou supporté par des données qui viennent de l'imagerie médicale, parce qu'en fait, les modèles aussi sont des modèles des patients qu'on a choisis pour faire l'IRM et pour construire le maillage. Donc, toutes ces données-là, on a utilisé pour faire, pour le premier projet. Pour le projet genou, actuellement, il est en cours, et c'est surtout la partie IA, donc c'est sûr, on aura besoin de beaucoup de données, c'est surtout des données personnalisées des patients qui proviennent de cliniques, et aussi complétées par les données de simulation et d'expérimentation. Je ne peux pas donner vraiment une taille exacte de la base donnée, mais c'est ce que je l'ai dit déjà, pour y aller vers la précision, il faut une bonne quantité, une bonne qualité de la base donnée à utiliser. Très bien. Donc au début, vous nous avez présenté à l'université. Ce qui m'a attiré, donc, il y a l'université américaine. Alors, sous quelle forme, en fait? Vous êtes sur la même base de certification? Vous êtes ABET, ils sont aussi ABET? Vous avez des programmes jumelés? Comment vous avez fait? Voilà, merci. Donc, en fait, nous, c'est un mix à l'Université internationale d'Arawa. On a des écoles qui ont des partenaires américains et tout un programme en anglais. Il y en a d'autres qui sont un peu plus francophones et les partenaires sont des Français. Donc, en ce qui concerne l'école de l'aérospatiale et de l'automobile, c'est anglophone. Et notre partenaire, c'est le Mississippi State. Et ils font des échanges d'un semestre. Nos étudiants passent un semestre en Amérique. Et aussi, il y a de la double diplomation. Et par rapport à tout ce qui est accréditation, transfert de crédit, c'est un chantier ouvert. Comme l'a dit Sita, je suis le chargé de la mission d'accréditation et on travaille sur les deux projets City et Ibert. Merci, M. Ablah, pour votre présentation et pour la thématique qui est hyper intéressante. Surtout, il s'agit de la modélisation, de la prédiction multiphysique, d'accord? Il y a le couplage entre le scan 3D pour importer, à mon avis, tu me corriges si en qualité de numéricien, je ne travaille pas, c'est la biomécanique, voilà. Pour importer donc le modèle scan, pour le traduire en modèle volumique, avec l'implémentation des conditions de limite, des conditions de chargement, d'une base de données, des lois de comportement hyper complexes. Je ne sais pas les lois. Donc la première question, je m'arrête à ce stade. Les lois de comportement, d'accord, en temps réel, en qualité vivante de votre os spongieux, ont été déterminées comment? D'accord. Donc, pour la première partie de la question, l'acquisition des images, l'analyse, etc., le passage scan, IRM, modèle, ça, avant c'était un peu compliqué, mais actuellement, ça, on sait faire. Il y a plusieurs logiciels qui permettent directement le passage. Il y a le MEMISC, par exemple. Après, on utilise des logiciels spécialisés en maillage pour faire un maillage adéquat, et ça ne se pose pas de problème. Par rapport aux lois de comportement, c'est des lois de comportement qui commencent aussi à être un peu connues. Et
Et on distingue entre tous les... En fait, il n'y a pas que le spongieux. Il y a l'os cortical, il y a l'os spongieux, il y a le cartilage, il y a les tendons, il y a les muscles, etc. On modélise tout ça, et chaque partie de genou, par exemple, si tu parles de genou, elle a son propre loi de comportement qu'on implémente sur une séparation. Il y a même des paramètres qui peuvent être allés jusqu'au stochastique ou aléatoire, ou qui suivent des densités de probabilité. Par exemple, il y a les pertes, je ne sais pas, les pertes des masses, d'accord, il y a des paramètres, d'accord. Ouais, mais nous, c'est surtout la partie... Là, on est plus sur la partie biologique que la partie mécanique. On prend des modèles. Moi, quand j'étais en thèse, oui, j'ai travaillé un peu sur les lois de comportement de l'os, mais par exemple sur la partie cancer ou sur la partie genou, on est plus concentré sur la maladie, sur la partie biologie, sur le comportement biologique que sur le comportement mécanique. Donc on trouve sur la bibliographie, on choisit un modèle qui est le plus, disons, le juge le plus précis, et on l'utilise. Par contre, on fait l'apport sur la partie biologique. Parce qu'en fait, là, si vous voyez là, comment on a modélisé la partie biologique de la plaque de cancer, c'était vraiment un travail énorme. Et c'est heureusement ça. Les machines de calcul, l'ordre de puissance des machines de calcul utilisées, c'est juste au niveau computing. Oui, ça prend de temps, vu que c'est des problèmes un peu... Merci. Merci beaucoup.